Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des mercredis de la supply chain avec une thématique qui est « Quelle techno pour une traçabilité sans faille ?» Donc c'est un sujet qu'on va aborder avec quelques experts de renom autour de cette table et un autre à distance. Je vais leur demander de bien vouloir se présenter. Nous avons un guest également aujourd'hui qui est un journaliste spécialisé dans le transport et la logistique en la personne de Louis Garino, qui se présentera aussi tout à l'heure. Merci Louis d'être présent parmi nous aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter. Commençons par Giuseppe peut-être. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Giuseppe Brizio, je suis partenaire associé de TeSysSquare et responsable du marché français. TeSysSquare, c'est un éditeur de logiciels pour digitaliser les supply chains, les chaînes de valeur, et notamment de pouvoir donner une visibilité de bout en bout, de l'amont jusqu'à l'aval, et permettre aux différents acteurs d'une chaîne de valeur d'interconnecter leurs données, leurs process, leur organisation et leur technologie, sous le maître mot collaboration. D'où la plateforme collaborative modulaire basée sur les SaaS qui constitue en fait l'offre de valeur de TeSysSquare. Je suis là aujourd'hui aussi au titre d'une centre de compétences au sein de TeSysSquare spécialisé dans l'IoT, dans les objets connectés. Oui, parce qu'on vous connaissez surtout avec le TMS. Hein. Exactement. Le TMS qui fait partie, c'est une composante de la plateforme collaborative. Mais on a au sein de TeSysSquare, comme je disais, ce centre de compétences IoT, objets connectés, divers et variés, RFID, NFC, Beacon, et j'en passe, on en parlera. Eh bien, vous nous expliquerai ce que vous faites tout à fait, exactement. dans ce domaine. Parfait. Alors, je le disais, on a un intervenant à distance, Benoît Charnalet. Vous êtes Sales Manager France et Néderlande pour TSC Auto ID. Bonjour Benoît, vous êtes à Munich aujourd'hui, c'est ça? Absolument, je suis au siège social européen pour différentes réunions. Et je profite quand même de l'occasion de pouvoir participer à cette table ronde à distance. Et merci pour les outils techniques qui le permettent. Merci. Donc je suis Benoît Charnalet, je suis chez TSC. En charge de la partie commerciale pour la France et les Pays-Bas. Alors TSC est assez connu pour la partie impression. Nous sommes fabricants d'imprimantes pour tout ce qui est étiquetage code barre. Et nous avons un peu étendu notre positionnement et notre offre depuis... nous sommes en train de le faire puisque nous avons fait l'acquisition en fin d'année dernière d'une société qui s'appelle Bluebird d'origine coréenne, qui également conçoit et fabrique des terminaux mobiles, ce qui nous permet d'avoir une offre complète dans tout ce qui est solution d'identification, donc de l'impression où nous sommes connus, mais également maintenant dans les terminaux, et entre autres dans les terminaux RFID, dans lesquels une offre est très très bien positionnée. Voilà. C'est une annonce que vous aviez faite au moment de la SITEL, je crois. Absolument, oui. Ouais. Donc là, c'était assez théorique. Maintenant, nous rentrons vraiment dans le concret, puisque nous avons les produits qui deviennent disponibles et qui sont accessibles à nos partenaires et aux clients finaux. C'est un métier qui va changer pour vous, important, on va dire. C'est un métier qui va changer pour vous, là. Ah oui, on doit acquérir de nouvelles compétences. Alors, côté Bluebird, il y a déjà très très nombreuses compétences. Donc, la compétence existe déjà et on est en train de faire le nécessaire pour mettre tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est support, pour aider nos partenaires et puis à offrir à nos clients finaux des solutions sur mesure ou plus généraliste avec cette extension de gamme produits et de solutions. Ok, très bien, merci. Gilles Tassery. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Philippe, c'est un plaisir. Donc je représente la société Identique. Identique, c'est une structure qui a été créée. Président fondateur. Président fondateur. Voilà, il y a 22 ans que j'avais lancé ce projet-là avec une orientation pour le transport et la logistique, notamment avec des solutions un peu, on va dire, innovantes ou du moins d'intégration de technologie. Et Identique a franchi un pas il y a un peu moins d'un an en intégrant une partie de la structure dans le groupe Barcodis avec un ami, Fabrice Coevet. Et ça nous permet d'avoir une gamme complète de réponses. On va aller de la fabrication des étiquettes, aux imprimantes, aux terminaux, au Wi-Fi, à toute la partie, je regarde Giuseppe, la partie des objets connectés, et surtout, pour nous, la vidéo. L'avantage de cette solution pour nous et de cette fusion, c'est que d'un côté, Identique, plutôt la logistique, et de l'autre côté, Barcodis, un industriel dans l'industrie. Donc là, on est en train de croiser les solutions, les fichiers, et Fabrice a des appétences à avoir des croissances prochaines qui sont très très intéressantes. Le groupe, pour le moment,
il y a à peu près 150 personnes pour 60 millions. Et connaissant Fabrice, je pense qu'il va doubler ça sur les 2-3 prochaines années. Voilà. Bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt alors. Oui, et puis ça nous permet de nous positionner vraiment dans une phase large par rapport aujourd'hui à des gros compétiteurs sur le marché et de répondre à des clients et de sortir des frontières. C'est très important actuellement. Voilà. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau également Louis Garino, donc journaliste. Bonjour Louis, peut-être un mot pour te présenter. Bonjour Jean-Philippe, donc moi je suis journaliste économique indépendant, spécialisé transport, logistique et supply chain. Et je m'intéresse aussi à l'actualité parlementaire France et européenne, et également toutes les tendances des différents acteurs de la supply chain, également toute la recherche et développement, comment les industriels et les opérateurs évoluent compte tenu du contexte réglementaire et de la recherche et développement aujourd'hui. Ouais. Merci Louis. Alors, on a, je le disais tout à l'heure en introduction, une thématique, quelle techno pour une traçabilité sans faille. Qu'est-ce qu'on appelle une traçabilité sans faille, Giuseppe ? Eh bien, en rentrant dans le vif du sujet, en fait, la traçabilité, forcément, est synonyme de transparence, synonyme de visibilité. C'est vraiment de s'assurer que pour un produit donné, on puisse avoir toutes les informations qui le concernent sur toute la chaîne de valeur, en fait, en termes de données collectées à la source, de manière automatisée, à la limite du possible, en interconnectant les systèmes, les données, les technologies, en fait, les processus. Et c'est très important pour l'exactitude de la donnée, sa continuité et son intégrité. C'est très important. Chose que j'aime bien faire, c'est d'imager, d'illustrer, en fait, des concepts. Alors, je vous rassure, je vais utiliser un exemple qui vient de la mythologie grecque. Je ne suis pas un expert de la mythologie grecque, mais tout le monde connaît le fil d'Ariane. Et bien, du coup, en fait, nos supply chains de plus en plus complexes par rapport à des produits qui peuvent avoir des nomenclatures assez complexes, en fait, c'est des labyrinthes, en fait, fondamentalement, avec des dizaines, de centaines, de milliers de fournisseurs, en fait. Et bien, le fil d'Ariane représente un peu la traçabilité, quelque part, qui est un peu multidimensionnelle, d'une certaine manière. Vous remontez d'un produit fini la chaîne, la nomenclature, pour les différents composants en termes de matières premières, en termes de composants divers et variés, en termes d'ingrédients ou autres, et bien, il faut assurer une continuité de ce fil, de cette traçabilité, de cette lecture, de manière telle à comprendre l'historique, la genèse, en fait, et l'histoire d'un produit. Et ça, c'est la partie amont. Et il y aura forcément aussi la partie traçabilité aval, en termes de distribution, la pré-vente, et ainsi de suite. Voilà. Oui, cette continuité, exactitude, continuité, intégrité des données, dans toutes les mailles, en fait, de la chaîne de valeur, très important. Il y a des aspects aussi de gouvernance, d'interaction des différents acteurs, c'est très important, avec des engagements, disons, en bonne et due forme, de temps en temps aussi d'éléments contractuels qui imposent d'une certaine manière, ou qui sensibilisent, ou qui stimulent le fait de partager des données. De temps en temps, ce n'est pas gagné d'avance, pour avoir cette visibilité de bout en bout. Ça paraît simple comme ça, quand vous le dites, hein. mais concrètement, j'imagine, parce que les supply chains sont mondiales, il y a de plus en plus d'intervenants, ce sont des réseaux qui sont excessivement complexes, avec des systèmes qui ne sont pas toujours interconnectés. Complètement. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité, en fait, ça par définition. En fait. Chacun a ses processus, chacun a ses systèmes, ses technologies, même la même technologie, mais implémentée de manière différente. Du coup, il faut pouvoir interconnecter. Et c'est un peu, alors je ne veux pas vraiment, nécessairement promouvoir, en fait, nous, en tant que TZ Square, mais une de notre capacité, une de notre valeur ajoutée, c'est cette habilité de pouvoir interconnecter ces différents systèmes, ces différents acteurs, sous ce maître mot, comme je disais tout à l'heure, de la collaboration, de pouvoir les interconnecter, et surtout de faire ainsi que les données puissent être collectées à la source et transmises, en fait, tout au long de la chaîne de valeur. Et du coup, en fait, cette capacité, c'est ce que nous avons reconnu aussi dans cette partie de découvrir, en fait, les différents niveaux de fournisseurs, parce qu'on a différents niveaux de fournisseurs, ainsi de suite. Et de temps en temps, la marque finale du produit fini ne connaît pas vraiment tout le monde. Elle connaît peut-être le niveau 1, certainement, au niveau 2 peut-être, mais peut-être ça s'arrêtera là. Et on a cette capacité, effectivement, de remonter par la partie amont. Je dirais, il y a un peu de complexité, en fait, dans la traçabilité en amont par rapport à celle aval, dans notre expérience. Mais voilà, on va vraiment assurer cet aspect holistique, en fait, d'avoir cette visibilité de bout en bout, comme on dit. C'est justement, Gilles, cette dimension holistique qui est complexe à mettre en œuvre, parce qu'il y a effectivement le terrain, on parlait des beacons tout à l'heure, vraiment la saisie et la capture de données sur le terrain, mais il y a aussi la transmission après, avec toute la difficulté qu'il y a à transmettre cette information de bout en bout de la chaîne. Giuseppe l'a très bien résumé, c'est-à-dire qu'on a un concept de dire on va interconnecter des environnements, seulement la communication,
l'écueil, la plupart du temps de nos projets, vient de la communication qu'on doit générer avec les systèmes d'informatique. Après aussi, ce que l'on voit, c'est nos clients ont tendance à se perdre dans les technologies. C'est-à-dire qu'on va avoir une technologie mode, c'est un peu ce dont on parlait, une technologie mode où on va avoir une propension à dire via cette technologie, j'ai une réponse à tout. Et je pense que la grande force qu'on a réussi à développer au travers de notre expérience, c'est d'abord de construire avec notre client la reprise de sa supply chain. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une analyse qui est réalisée, on a des gens chez nous qui sont spécialisés dans ce domaine-là, et en fonction des étapes, on va identifier d'abord des ROI, parce que dans une tendance économique assez complexe actuellement, on sait très bien qu'on ne pourra jamais passer un projet si on ne peut pas le remonter en COMEX avec un retour sur investissement. Et ensuite, il y a aussi une chose qui est très très importante, parce que nous sommes dans notre environnement, en effet, d'aller générer de la donnée, de la modéliser, et puis bien sûr, d'avoir des tours de contrôle. Mais la difficulté majeure que l'on a, c'est que pour faire ça, souvent, on doit modifier des façons de travailler chez les gens. Et ça, actuellement, c'est impossible. C'est-à-dire que pour nous, la meilleure intégration, je pense que l'on peut vivre, c'est de dire le préparateur ou la personne concernée, on ne modifiera rien et il va devenir un capteur d'informations. Alors, je pourrais dire, il faut que je fasse attention au terme, à son insu, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas lui, il faut bien respecter tout ce qui est RGPD et autres actuellement, mais au lieu de passer son temps à aller lire des informations type code à barre, c'est ces déplacements, c'est le fait de le voir qui vont nous permettre de modéliser l'information sans que lui passe son temps à remplir aujourd'hui des WMS, des TMS et toutes ces choses-là. Parce qu'on a vraiment deux univers. On a un univers théorique de DSI, de patron, et puis on a un univers pratique. Aujourd'hui, c'est je dois être rentable avec des salariés, avec une opération que je dois réaliser pour mes clients. Benoît, Gilles disait que les clients sont un petit peu perdus face à la techno. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez aussi un rôle de conseil, vous, en tant qu'offreur de solutions, pour les aider justement à mieux comprendre cette techno, enfin ce foisonnement aujourd'hui? Absolument. En tant que fabricant, je dirais, industriel, on se doit de donner de la visibilité un petit peu sur les évolutions technologiques, partager l'expérience aussi que l'on a avec les différentes applications, les différents clients, pour aider les clients finaux dans leur choix. Et bien entendu, cela passe énormément à travers les partenaires avec lesquels on travaille, les intégrateurs, puisque nous apportons une petite pièce à cet ensemble complet, donc avec du matériel et des solutions pour intégrer ces matériels dans des solutions un peu plus globales. Mais le partenariat, le travail avec nos partenaires, nos intégrateurs, est un élément essentiel qui, ils peuvent assembler d'autres composants que nous ne fabriquons pas ou sur lesquels nous ne sommes pas spécialistes, pour qu'au final, le client ait effectivement une solution efficace, pérenne, et comme ça a été indiqué, avec un retour sur investissement qui permet de justifier son implémentation. Voilà. Merci. Alors, si vous le voulez bien, on va pour commencer, descendre un petit peu dans la technique, et puis voir quelles sont les différentes solutions, les différents outils, les différentes codifications qu'on peut aujourd'hui mettre en place pour justement assurer cette traçabilité. Alors la toute première, celle qui existe depuis, je dirais, pas la nuit des temps, mais une cinquantaine, une soixantaine d'années, je pense, c'est le code barre. Le code barre, il subsiste. On avait annoncé sa disparition au moment de la RFID, etc. Enfin, mais malgré tout, il continue quand même, sous différentes formes d'ailleurs, puisque maintenant on parle du QR code et puis de différentes déclinaisons du code barre. Mais est-ce que le code barre va encore durer longtemps ? Alors, si on entend un peu les tendances, c'est plutôt sur le déclin, en fait, mais il est encore très présent. On voit de temps en temps aussi le besoin d'avoir une certaine redondance, en fait, dans les systèmes qu'on a. Du coup, on voit des QR codes ensemble avec le barcode plutôt que des data matrix et ainsi de suite. Et après, il y a quand même, ça dépend aussi des investissements qu'il faut faire d'un point de vue fabricant pour effectivement s'adapter à des nouvelles technologies, par rapport à la valeur ajoutée en fait des produits en question. J'entendais GS1 évoquer peut-être, disons,
transition vers 2027, en fait, ce genre de jeu. Mais c'est clair que... Transition vers quoi? Vers QR code. En fait, QR code, le fait que le barcode, en fait, ce sera désuet ou disons plus utilisé. Oui. Le N13, quoi, en fait. Grosso modo, c'est le fait, voilà, exactement. Oui. C'est grosso modo le fait aussi que dans le QR code, comme on sait bien, dans les matrix, on a beaucoup plus de données, en fait, forcément, et c'est ces éléments-là, ce besoin aussi de transparence et d'information que le consommateur demande de plus en plus. Cette facilité aussi de pouvoir le scanner avec un smartphone. Mais voilà, je pense que pour revenir à votre question, le barcode a encore quelques beaux jours devant lui, mais désormais, la tendance est plutôt vers de nouveaux systèmes, que ce soit QR code, data matrix, mais aussi la partie forcément RFID, qui c'est par rapport plutôt, nous on le voit, on est très présent dans le monde de la mode, du luxe en fait. On a pas mal d'installations avec des RFID en fait, pour tout ce qui est la traçabilité, les inventaires automatisés, et ainsi de suite. Et voilà, bon, ce qui est associé d'ailleurs aussi avec un petit barcode au passage, mais voilà, c'est pour l'instant, je pense que pour encore quelques beaux jours devant lui. Et voilà. Heureusement pour les fabricants d'imprimantes, j'allais dire, Benoît. C'est vrai que je suis entièrement d'accord. La partie, nous en tant que fabricant d'imprimantes, on va dire qu'il faut continuer d'imprimer, c'est un élément essentiel. Alors, le barcode, si on parle du barcode, du code barre, le 1D, effectivement, va progressivement s'effacer au profit de tout ce qui est, on peut appeler ça un code barre 2D, data matrix, etc. Comme ça a été indiqué, la partie, la capacité je dirais, la densité d'informations qu'on peut mettre dans ce type de code barre est beaucoup plus importante, donc beaucoup plus intéressante. Et en complément, bien sûr, il y a le RFID qui n'est pas adapté à tous les environnements ou toutes les applications, qui peut être soit remplacer aussi le code barre ou les codes barres 2D, ou tout simplement compléter ce type de technologie pour assurer une traçabilité un peu mixte, une certaine continuité en fonction des systèmes. Cette évolution et cette peut-être fin programmée, j'allais dire, peut-être du code barre, est-ce que ça explique d'une certaine façon la fusion que vous avez réalisée récemment pour élargir votre gamme et être en mesure de répondre à d'autres problématiques et d'autres technologies notamment? Je dirais que dans les technologies que nous maîtrisons, que nous maîtrisions et que nous étions sur lequel nous avons une extension aujourd'hui. Sur la partie impression, on avait déjà beaucoup de capacités sur la technologie RFID, puisqu'on avait déjà les imprimantes qui nous permettaient d'imprimer tout ce qui est information sur les étiquettes, mais également d'encoder la partie code barre. L'acquisition de Bluebird nous permet d'étendre notre offre sur la partie lecture. Donc, que ce soit de la lecture avec donc des systèmes de caméra, de scanner, etc., pour lire les codes barres, ou les 1D ou 2D, mais également sur cette partie RFID. Donc, je dirais le cœur de métier, la base, qui est le code barre ou le RFID, on l'avait déjà. On étend notre offre pour avoir une offre beaucoup plus globale sur l'identification, en lecture et en écriture. C'est aujourd'hui notre extension, notre positionnement, on va dire. Oui, bien sûr. Gilles, à un certain moment, parlait les RFID devaient tout remplacer. On en est où aujourd'hui? Alors, le thème du RFID, alors, il y a beaucoup de gens peut-être qui me regardent, qui connaissent ma position, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout un stakhanoviste de la RFID. Parce que si c'était une révolution, c'est pareil, je crois qu'elle a une quarantaine d'années. Au moins, elle aurait déjà tout remplacé. Je pense qu'on a aujourd'hui une certaine réponse, c'est-à-dire si j'ai un produit qui a une certaine valeur et que celui-ci, je dois le tracer, la RFID a un intérêt, j'ouvre des portes ouvertes. Si j'ai un contenant qui revient dans un environnement, je peux en effet y rajouter. Pour moi, on est toujours sur quelque chose qui me dérange, c'est qu'on est sur un système qui est entièrement propriétaire avec des produits entièrement dédiés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser actuellement le RFID vers le consommateur. Sur mon téléphone, je n'ai pas de capteur RFID. Donc, fin du thème. Après, pour revenir sur la partie du code à barre, je pense qu'il y a une étape qu'on oublie, c'est que le code à barre, il a aussi une grande activité dans la localisation des opérations dans la supply chain. Ce code à barre-là, pour moi, oui, il va disparaître. Étiqueter un emplacement, étiqueter un quai, voilà.
On avait déjà commencé un peu avec le vocal, avec des clés d'identification. Oui. Aujourd'hui, on voit arriver quoi? De la géolocalisation, on voit arriver les technologies beacon pour des passages à quai, ce que l'on fait nous régulièrement. Et ce code à barre-là, pour moi, il n'a pas lieu d'être, il n'a plus lieu d'être. Il va être remplacé par quoi? Il est remplacé par l'image sur une partie, parce que nous, vous savez, c'est vrai que je n'ai pas trop mis ça en avant, mais je pense qu'on est aujourd'hui l'acteur le plus présent dans le domaine du tracking vidéo. Hein, en équipe les plus grandes dans la logistique, dans le transport, c'est-à-dire que toutes les données que l'on va générer, de toute façon, elles vont toujours avoir un doute de restitution. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment, si on a un élément humain, on aura toujours une rupture dans la chaîne. Et le meilleur arbitre, c'est l'image. Donc le métier d'identique aussi, c'est de filmer toutes les opérations de supply chain. Que ce soit sur un chariot, que ce soit à la rigueur sur des passages à quai, sur des préparations, sur des convoyeurs. Voilà, en équipe, pour vous donner un ordre d'idée, on doit avoir à peu près 50 000 caméras dans la nature aujourd'hui qui sont dédiées entièrement au tracking vidéo. Et on a aussi des associations, c'est-à-dire que maintenant on pousse la vidéo avec des gens comme Stereolabs qui font de l'analyse de volume ou autre. Et, pour faire simple, vous allez comprendre tout de suite, hein, Jean-Philippe, c'est je prends un produit, un emplacement, par exemple, il s'est allumé, j'ai fait un positionnement géographique par beacon ou autre, donc je sais que je suis à l'emplacement, je vais poser mon produit sur la palette et au travers de Stereolabs, on peut voir le volume et donc la quantité de produits que j'ai posé. Tout ça, je vais le modéliser et le réintégrer. Donc là, on voit bien que dans ces deux opérations, j'ai zéro activité code à barre. Et je pense que la vraie supply, la vraie optimisation, elle va venir dans le fait, je le répète, de décharger l'opérateur, de remplacer ces éléments-là. Donc, le RFID, on le voit aussi au passage à quai, on voit aussi du Cognex, lecture d'étiquettes au passage à quai. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Giuseppe. Il faut se poser sur le thème, arrêter de nous appeler pour dire « je veux faire ça ». Il y a des spécialistes, même moi, je n'ai pas toute la culture, et on va bâtir une solution. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et les intervenants y répondront à la fin des échanges. Oui, tu avais peut-être une question. Alors, en fait, Gilles, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à vos clients, notamment logisticiens, le tracking vidéo, c'est quand même un outil de sécurisation des flux dans l'état actuel des connaissances? Alors, c'est en effet un outil de sécurisation, mais c'est surtout, alors voilà, je vais être un peu provocateur, c'est surtout un transfert de responsabilité probant. Si je suis sûr d'avoir réalisé les bonnes opérations avec certains éléments, les avoir filmés, si demain j'ai une réclamation, ce n'est pas mon problème, puisque moi j'ai transféré quelque chose qui a été parfait vers un intervenant extérieur. Donc la vidéo pour nous, c'est vraiment l'arbitre. Et en plus, aujourd'hui, on a la loi Esquerre, sur laquelle j'avoue qu'on est en train de surfer plutôt confortable, parce que c'est la première fois qu'on a une loi pour nous. Oui. La loi Esquerre, c'est-à-dire qu'une GMS qui fait des réclamations de litiges à l'aveugle jusqu'à présent, maintenant, on peut rappeler peut-être la Esquerre en deux mots. Je donne juste un commentaire à la volée sur ce point, je trouve très intéressant sur la partie vidéo tracking, en quelque sorte par rapport à la traçabilité. On a une façon continue, notamment le vidéo tracking, une façon discrète en fait, c'est des images et des instantanés. Du coup, c'est les photos par rapport au film. Je pense que l'analogie, elle est là, et on a la continuité de tout le film que vous voyez dans termes de traçabilité, et rien y échappe, en fait, fondamentalement. Ça, c'est quelque chose que vous proposez aussi, la vidéo tracking? Pas à ce stade, en toute franchise, pas à ce stade. Mais on va le faire ensemble. Ça pourrait être avec grand plaisir. 5 000 caméras, ça j'ai retenu. 50 000. 50 000, pardon. 50 000. Oui, pour vous donner l'idée, on travaille chez Chronopost, Mondial Relais, DPD, DHL, FM, ID Logistique, GXO, enfin... Voilà, et on est poussé par Carrefour, voilà, sur certaines solutions. Carrefour, chez nos clients aussi, voilà. Sur plusieurs solutions. Du coup, moi, je crois beaucoup à l'image. Et derrière, bon, là, on sort un peu du cadre, mais derrière, on travaille aussi avec des sociétés d'analyse d'images comme 22. Oui. Parce qu'à partir du moment où nous, on peut collecter des bases de données énormes, il suffit qu'on fournisse pour trouver des bibliothèques de restitution d'une opération. Très bien. Voilà. Très intéressant. Donc là, on ouvre un champ de possibilités. Complètement. J'aime bien l'expression aussi, la preuve par l'image. Je pense que ça dit tout. C'est exactement ça. Alors par contre, vous êtes très présent sur l'IoT. On en est où aujourd'hui avec l'IoT? En fait, en termes d'IoT, comme je disais, au sein de Thesis Square, on a un centre de compétences IoT qui s'appelle Elysion. Et du coup, on a toute la panoplie en fait de tags, RFID, NFC, après on est composant divers et variés des capteurs beacon plutôt que. Et on a aussi des objets, en fait, qu'on parle de traçabilité augmentée. On parle aussi du fait de produits qui puissent parler, qui puissent communiquer. Et du coup, on est aussi des clients dans la chaîne du froid.
très important qu'un collier des produits soit à la bonne température, qu'il y ait un bon niveau d'humidité, en fait, que le collier a subi des chocs ou autres, des composants qui permettent effectivement ce sens. Après, il y a forcément cette notion de ROI, en fait. C'est par rapport à la valeur ajoutée du produit et le dimensionnement, en fait, de la solution. Et je reviens à ce que disait Gilles, c'est super important, la compréhension et l'expression du besoin, c'est aussi basique que ça. Hein. L'expression du besoin, pour après aller identifier les bonnes composants technologiques pour satisfaire ce besoin et la bonne solution qui donne en fait un retour et les bénéfices attendus. Je dirais que, bon, sur le TC Square, on a effectivement toute cette panoplie. On a des solutions, par exemple, pour, là, dans le mode de luxe, en fait, une maison qui est spécialisée dans les parfums. Ils ont des problématiques de marché gris, de distribution et tout. Avec un NFC, on a pu résoudre ce genre de problématiques. Du coup, mieux maîtriser déjà la partie distribution, mais aussi la partie authenticité, en fait, du produit. C'est des éléments de ce genre. Et après, je disais tout à l'heure, encore dans le mode et le luxe, en fait, toute une traçabilité, un RFID, à l'occurrence, sur des pots exotiques. Il y a toute une réglementation aussi, ça s'appelle CITES, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais ça demande, en fait, il y a toute une série de conformités à respecter. Et après, forcément, la traçabilité côté business. Et du coup, on parlait de la grande distribution, je répéterai pas le nom, mais voilà, là aussi, on a une solution de ce genre, en fait, pour des composants en fait, sur lesquels en fait, il y a besoin d'avoir une visibilité, une traçabilité, une identification qu'on prend du son. En l'occurrence, c'est des ROS en fait. Et après, voilà, après, on est on a aussi dans l'automotive en fait. Là, je peux le mentionner ouvertement, c'est les motos Ducati. Le nom est italien, mais désormais c'est allemand, comme tout le monde sait. Et du coup, on a effectivement un partenariat avec eux. On peut tracer leurs motos avec leurs châssis en fait au sein de leurs entrepôts, et ça leur permet effectivement d'être beaucoup plus efficace. Des beacons. Avec des beacons. Oui, exactement. De Bluetooth basse consommation. Et voilà. J'aime parce que quand il y a une dizaine d'années avec Jean-Philippe, j'ai dit je pense que le beacon va révolutionner le monde. C'était vraiment en évangélisation à l'époque. Vous avez été précurseur en fait. Ouais, c'est trop en avance, alors qu'en effet on voit l'utilité. Mais encore une fois, et je le dis, je le répète, il ne faut certainement pas qu'un client ou un prospect pense que cette solution-là est celle qui sera le mieux adaptée. Voilà, il faut ouvrir le sujet. Benoît, vous, en tant que constructeur, comment vous voyez l'évolution du marché? Qu'est-ce que alors, je ne sais pas si vous vous adressez plus aux intégrateurs qu'aux clients finaux, mais comment vous voyez justement l'évolution de la demande? On a les deux. Alors, on est essentiellement, donc, dans cette IoT, on est essentiellement sur la partie RFID. Les autres technologies, nous les avons pas je dirais, au catalogue. Sur la partie RFID, on a une bonne, je dirais, c'est une technologie qui n'est pas nouvelle, mais qui commence à être plutôt mature, qui montre ses intérêts dans certains secteurs. Tout ce qui est, je dirais, le RFID n'est pas très compatible avec tout ce qui est métal ou liquide. Donc, quand on veut étiqueter ou utiliser du RFID pour suivre des produits qui ont ces matériaux, ça marche pas vraiment bien. Donc, par contre, dans le textile, ce sont des produits qui sont parfaitement adaptés. Et là, il y a des secteurs qui ont vraiment généralisé le RFID et d'autres sur lesquels c'est des applications ou des solutions un peu plus spécifiques, un peu plus personnalisées. Qui ne peuvent pas être des fois, enfin, on peut pas utiliser le RFID partout. Donc aujourd'hui, en tant que constructeur, on travaille essentiellement sur la partie génération de l'étiquette, encodage, avec des imprimantes qui impriment et qui encodent. On est uniquement dans la technologie ultra haute fréquence. Donc, ce qui est plutôt utilisé dans la partie logistique, tracking. On n'est pas sur la partie HF. Et en parallèle, on a bien entendu tous les éléments qui permettent la lecture de ces étiquettes ou de ces éléments RFID, soit à courte distance, c'est plutôt de l'application magasin, ou soit à plus longue distance, là c'est plutôt un intérêt pour faire des inventaires. Donc la RFID est quand même une petite partie, mais qui est quand même pas mal utilisée dans le supply chain, qui s'étend. Lorsque la technologie est arrivée, on s'attendait à je dirais, c'était un peu
c'est la poule aux œufs d'or ou un marché qui allait exploser. Bon, aujourd'hui, c'est un marché important, hein, mais il y a encore beaucoup de secteurs ou d'applications sur lesquelles c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Voilà un petit peu l'image. Effectivement, on sent que c'est quand même pas simple. Alors, il y a quelques grandes enseignes, hein, qui ont déployé la RFID en sourçant, taguant le produit depuis la source jusqu'au client final. On pense à Decathlon, hein, qui est peut-être le meilleur exemple d'un déploiement massif de la RFID, mais c'est pas quelque chose qui s'est quand même répandu énormément finalement. Non, et c'est ce qui était intéressant, puisque moi j'ai toujours prôné en disant le RFID n'est peut-être pas forcément pour moi une valeur financière intéressante sur laquelle je dois miser. Barcodis, par contre, en tant que fabricant d'étiquettes, avec l'encodage, je crois que vous êtes partenaire aussi, hein, Benoît, sur les étiquettes, a lui tout intérêt en effet, parce que la vraie valeur financière, elle est sur l'étiquette. Seulement, on va faire simple, je sors 1 million de palettes par an, je veux les mettre en RFID en passage à quai, j'ai un investissement de 1 million de fois. Je vais dire une bêtise, on va me dire entre 5 10 centimes. Voilà, il y a des gens qui vont arriver en disant c'est 1 centime, très bien. Voilà. Et donc là, j'ai déjà un goulot d'étranglement. Mais c'est pour ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut le sortir, les RFID. C'est juste de dire, est-ce qu'à un moment, c'est vraiment la solution la plus opportune? Et toujours pareil, qu'est-ce que je dois remonter, qu'est-ce que je dois apporter à mon client? Ça rejoint ce que vous disiez, Giuseppe. Je collecte des données que je dois modéliser avec différents systèmes. Est-ce que cette partie-là est stratégique ou... une bêtise, une gestion des entrées-sorties des camions avec un transfert du TMS, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas. Voilà. C'est pour ça que j'explique que la vision, elle est très très large pour nos clients et très très compliquée. Oui. Et il faut vraiment qu'ils acceptent l'accompagnement de façon très ouverte. Voilà. Alors on a parlé de la capture de l'information, après il y a la transmission de l'information sur l'ensemble de la supply chain. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que tous les systèmes ne sont pas forcément interconnectés, ils ne sont pas forcément non plus interopérables. Alors comment on fait justement pour que cette donnée, qui est correctement collectée à la source, puisse être transmise jusqu'au client final? En fait, il y a des méthodes diverses et variées, mais sur cette capacité à pouvoir, comme je disais tout à l'heure, interconnecter les différents systèmes, hein, que ce soit on parlait de TMS, WMS, mais aussi... dans le milieu industriel, les MES, on leur a posé des acronymes, le Manufacturing Execution System, plutôt que les ERP, hein, que tout le monde connaît. Il y a besoin vraiment de cette analyse, et de voir, si je reprends l'image que je disais tout à l'heure, ce fil d'Ariane, comment et où part et où va s'assurer qu'il n'y a pas de faille, comme on disait. Ça, c'est très important. Et après, il y a différentes méthodes d'interconnexion, soit avec des interfaces standards, soit avec quelque chose de spécifique, mais cette capacité surtout de voir cette supply chain de la data, d'une certaine manière, je l'appellerais, qu'on puisse avoir la data qui puisse vraiment, qui soit capturée à l'origine et pas saisie possiblement, qui soit transmise automatiquement et pas manuellement. Avec tout respect pour le facteur humain, mais c'est quand même une sorte de... Ça génère de la complexité, de l'entropie dans le process. C'est un peu plus d'efforts en amont, mais on retrouve les bénéfices à l'aval. On voit les informations qui suivent de manière continue, comme je disais, et de manière intègre les produits. Le fait d'être une société comme la vôtre qui proposait justement des solutions d'auto-ID, mais aussi du soft pour suivre justement les flux de transport, est-ce que c'est un plus Totalement et complètement. Je disais, la plateforme collaborative, le sous-jacent, c'est les différents capteurs, la logistique physique, ces données qui remontent la data sans après la partie intelligente d'analyse, de partage et de pouvoir l'analyser et d'en tirer, disons, les bonnes informations, pour pouvoir agir, pour une prise de décision. Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a des soucis, par exemple, de qualité, il faut rappeler un produit plutôt que, est-ce qu'il y a une anomalie réelle ou potentielle, est-ce que, il y a des éléments aussi de IA, je pense qu'on en parlera, mais aussi de comprendre, de faire des prédictions, est-ce qu'il y a des risques réels ou potentiels par rapport à différents, disons, éléments qui ressortent, de ces data. Et voilà, c'est un peu dans ce sens, la possibilité d'avoir en temps et en heure la data au bon endroit, qui puisse effectivement permettre une prise de décision efficace, rapide,
et la plus possible immédiate en fait. Voilà. Benoît, quand on propose des équipements d'identification, il faut que ces équipements soient aussi compatibles avec les outils du marché, que ce soit les WMS dans l'entrepôt, les TMS. Est-ce que justement tous ces équipements sont compatibles avec tous les softs du marché? Alors, de manière générale, je dirais oui. On a la compatibilité ou la facilité d'intégration dans des systèmes existants est extrêmement important, que ce soit dans le matériel lui-même, ou que ce soit dans les outils qui sont fournis à nos partenaires, à nos intégrateurs, pour faire le développement nécessaire à cette intégration. Donc, je vais séparer un petit peu la partie impression de la partie terminaux. Sur la partie impression, les éléments qui sont essentiels, c'est le langage d'impression. Il y a différents constructeurs avec différents langages d'impression, certains qui sont plutôt majoritairement utilisés, mais d'autres qui sont un peu moins utilisés. Donc, dans notre offre, nos imprimantes ont plusieurs langages d'impression qui permettent de s'intégrer dans des systèmes existants sans modifier. C'est l'imprimante qui s'adapte au système par simple configuration. Donc, si on a un ERP, des systèmes qui éditent et qui génèrent des étiquettes, les imprimantes imprimeront automatiquement. Donc les produits sont faciles d'intégration sans aucune modification. Du côté terminal, c'est un petit peu différent puisqu'il y a un peu plus de développement, de personnalisation dans les applications. Donc là, on fournit un ensemble d'outils pour couvrir un petit peu tous les éléments liés à l'intégration, la sécurité, la connexion, l'interopérabilité, etc. Donc, on fournit les outils qui permettent à l'intégrateur de construire sa solution et de l'interfacer avec le système déjà existant du client ou sur un nouveau système pour qu'au final, il y ait un matériel qui se connecte parfaitement et qui fasse le job comme le client, par rapport aux attentes du client. Donc on a un peu du plug and play, mais on a aussi des outils pour faire cette intégration. Du spécifique. Parfaitement adapté. Alors, on me fait signe en régie qu'on a beaucoup de questions. Alors, je me tourne vers Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Effectivement, nous avons pas mal de questions. D'une manière générale, on a des questions par rapport à l'image dans la traçabilité. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport notamment à la fusion des images, par rapport aux données, voilà. On peut faire une autre table ronde avec grand plaisir. Le système est assez simple. Aujourd'hui, sur notre philosophie, elle est la suivante. Sur chaque donnée qui vont être générées, que ce soit une lecture code à barre, on parlait d'RFID, on va associer, nous, une image. Et ces images, elles vont provenir soit de caméras que l'on aura positionnées sur les environnements de travail. Par exemple, on va avoir des gens dans le e-commerce qui veulent filmer toutes les étapes de picking. Un très gros dossier, on a 90 caméras parce que c'est de la préparation B2C. D'accord ? Et donc, on fait de la fusion d'images et nos outils vont permettre de retrouver très, très rapidement l'information. Et donc, ce fameux transfert de responsabilité. Mais surtout, aujourd'hui, pour nous, ce qui est une étape très importante, c'est que lorsque les gens pensent tracking vidéo, ils pensent caméra. Mais aujourd'hui, des caméras, il y en a partout. Je prends un lecteur Cognex, c'est une caméra. Je prends un lecteur Zebra, c'est une caméra. Je parlais tout à l'heure de Stereolabs, qui fait du calcul volumétrique, ce sont des caméras. Et donc, toutes ces images, je vais les collecter pour avoir un seul outil de restitution. Et dans ce même outil, je vais aussi réintégrer des données complémentaires de localisation. Par exemple, au niveau de votre société, vous pouvez très bien nous renvoyer en disant « j'ai une information locale qui est ici » et donc je vais rassocier l'image. Et le but, il est assez simple, c'est de générer une supply chain visuelle. Voilà. Et là, on franchit une étape de simplification, surtout pour nos clients. Moi, j'ai des clients, ils ont 15 personnes en gestion de litige. Il faut imaginer quand même. Alors que là, on met un outil de recherche.
En 1 minute, on a trouvé l'information, on la traite en interne ou on l'expédie et on en fait une correction. Et c'est là que l'IA peut avoir un intérêt. L'IA. Donc l'IA, oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure. À partir du moment où on a généré un flux, eh bien, il faut avoir une restitution. Après, qu'est-ce que va nous générer l'IA ? Est-ce que je veux reconnaître un chariot ? Est-ce que je veux reconnaître un niveau de chargement ? Là, je reviens par exemple sur Stereolabs. Aujourd'hui, on a déployé carrément tout un système en Allemagne qui permet de voir pour des robots si les palettes sont présentes au moment où le robot va à l'emplacement. Parce que là, c'est une erreur projet énorme. Le client investit des dizaines de millions sur les robots. Il a juste oublié, oui, mais quand le robot arrive, est-ce que la palette, elle est présente ? Et l'opérateur a dit, oui, je l'ai posée. Oui, mais il ne l'a pas fait. Et là, je regarde Giuseppe, il a compris. Ben là, j'ai une vraie rupture. On rajoute de l'IA pour dire, oui, j'ai bien 1 palette, 2 palettes, et le robot peut prendre. Voilà, on rentre dans quelque chose qui, pour nous, est très, très intéressant. C'est l'enrichissement de l'image. Merci. Jérôme ? Alors, pardonnez-moi un instant. Comment passer d'un système classique code-barre à une traçabilité par objet connecté, en termes de coût, d'installation, etc. Giuseppe ? Oui, en fait, il y a cette analyse au préalable, effectivement. Hein. Je ne dis rien de nouveau en disant que c'est l'analyse du véritable besoin et de comprendre les enjeux financiers, en fait. Hein. Parce que ce n'est pas la technologie pour la technologie, pour pouvoir effectivement évoquer le fait d'être passé sur un élément technologiquement plus avancé qui créera de la valeur, en fait. C'est véritablement l'analyse de tout ce qui sont les étapes de création de valeur par rapport au produit. Normalement, quand on passe sur des aspects de composants IoT, il y a quand même une certaine valeur ajoutée sur le produit qui justifie cet investissement. On parlait tout à l'heure de RFID sur des valeurs de 5-10 centimes. Si on passe à des capteurs plus intelligents à mesure de parler, d'interagir, forcément, les montants augmentent. Après, c'est une question aussi de volume, en fait, de rotation de stock. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Une méthode de travail aussi, parce que certainement, les process, et ainsi de suite. La forte recommandation, c'est de ne pas se jeter les yeux fermés juste pour que c'est en fait le goût du jour ou du mois, en fait, voilà, pour changer et adopter de nouvelles technologies. C'est de comprendre les enjeux vraiment financiers, économiques et comment on peut créer de la valeur en ajoutant ces composants technologiques. C'est ça, effectivement, à regarder vraiment en profondeur. Et pour après bien positionner, en fait, et faire des choix en connaissance de cause. Voilà, je pense que... Donc la réponse est, il faut venir vous voir, quoi. Oui, je rejoins Giuseppe, il faut vraiment poser le thème. C'est toujours le process, il est toujours le même. Ils ont identifié un problème, on doit le transformer en un besoin. Voilà, parce que souvent, quand on parle de nouvelles techno, on a tous les serpents de mer qui ne sont pas solutionnés depuis 40 ans. C'est pas méchant, mais ils ont un espoir. Voilà, donc là, il ne faut pas être vexatoire, mais de dire, attendez, il y a peut-être une autre démarche, et porter vraiment l'attention pour dire, le nœud stratégique ou le nœud le plus complexe, il est ici. Et à partir de là, ouvrir, en effet, comme on disait, sur des solutions. On a l'IoT qui va être posé, par exemple, sur des contenants, des containers ou autres. Nous, sur le Beacon, on en fait du geofencing, c'est-à-dire qu'on va juste l'utiliser pour dire, je suis à un emplacement, une position. Le mix des deux, à un moment, va donner une nouvelle solution. Voilà, c'est une sorte de puzzle qu'on va constituer avec le client. Je pense que ça, d'ailleurs, c'est ce qui nous génère le plus de plaisir. On est dans une approche riche, humainement, intellectuellement, quand on travaille dans ces domaines-là, je trouve. Je pense qu'on le sait tous, en fait, en bien posant et bien identifiant le problème, l'exigence, le besoin. Il y a déjà une moitié de solution là-dedans. Et après, on ajoute la moitié qui manque. Souvent, on a la solution instantanément, mais il faut que le client l'accepte. Complètement. Et qu'elle devienne la sienne. Voilà, parce que c'est la différence, je peux me permettre, je ne veux pas non plus trop, imager, mais c'est le fait de fournir un composant technologique et fournir une solution. C'est quand même différent. Exactement. Ça demande une certaine analyse en amont. Voilà. Jérôme ? Alors effectivement, pas mal de questions liées au choix des technos, des questions par rapport à l'utilisation de la blockchain et savoir comment elle s'appliquait, des questions aussi par rapport à une autre techno, NFC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors NFC NFC, pour ce qui nous concerne, en fait, alors, je ne pourrais pas rentrer dans les méandres techniques, en fait, mais je vous invite, en fait, à nous contacter directement. Mais en fait, on a pas mal de réalisations, en fait, où on a cet NFC que, comme on sait tous, en fait, on peut lire avec un smartphone. Et là, sur des produits comme, là, l'occurrence, c'était des parfums, mais on a d'autres réalisations aussi,
On peut assurer l'authenticité en fait du produit, on peut le tracer en fait tout au long de sa chaîne de distribution, s'assurer que disons, les canaux de distribution autorisés puissent suivre en fait, puissent distribuer en fait les produits et détecter en fait toutes les anomalies dans ce sens, tout simplement. D'ailleurs, on a une autre réalisation aussi, c'est plutôt dans le monde du vin, et aussi on a des belles réalisations aussi, toujours sur le même principe avec des NFC. On peut effectivement après avoir des éléments d'engagement client, consommateur, une série d'informations en fait que concerne le produit. Et ça, dans ce sens, c'est tout à fait à nouveau. On revient sur ce fondement de base en fait, la valeur ajoutée du produit, qui permet après d'étoffer la solution qui a ce composant technologique pour après l'enrichir autour avec toute une série d'informations pertinentes. Plus, dans le vin, il y a du marketing. Mettre un QR code sur une bouteille, c'est pas très très sexy. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est très très important. Le NFC, parce que les gens pourraient dire, oui, mais alors si j'ai du NFC, le QR code est mort. Non, c'est pas le thème. Arrêtez. Voilà. C'est comment, en effet, dans les différentes étapes que vous avez, ce que vous disiez tout à l'heure, Giuseppe, cette technologie a plus de chances de répondre. Et après, surtout, c'est comment je l'interface. C'est ça. Là où je vous rejoins, c'est qu'une des grandes forces que l'on a eues, c'est de monter un écosystème avec des gens, et notamment il y a eu beaucoup de startups ou autres, avec des modes de communication similaires, les MQTT, Elasticsearch, aujourd'hui des choses qu'on retrouve de partout, pour dire, c'est bon, cet ensemble-là est communicant. Vous, en tant que client, ouvrez juste votre informatique, fin du projet. Certaine manière. Physiquement, comment ça se présente le NFC sur une bouteille de vin, par exemple? C'est des choses dans l'étiquette, en fait. C'est dans l'étiquette. Ah, c'est dans l'étiquette. Oui, tout à fait. Okay. Du coup, on essaie aussi, pour vous donner des éléments supplémentaires, on est aussi en contact avec des fabricants d'étiquettes pour avoir une sorte d'étiquette intelligente. Du coup, ça donne des sujets d'échange. Et voilà, je pense que ça peut bien c'est des choses que vous faites, Benoît, aussi? Alors nous, on a une petite application, enfin la partie NFC, on a donc certains de nos équipements qui ont une puce NFC, par exemple des imprimantes, qui permettent de faire des appairages sans aucune intervention. On a un terminal, on a un téléphone, peu importe. On l'approche de l'imprimante et automatiquement il va s'appairer en Bluetooth et il va être immédiatement opérationnel. Donc ce sont des technologies qui sont assez pratiques, qui permettent vraiment d'apporter à l'utilisateur final de la facilité, tout simplement. J'ai besoin de me connecter, j'approche mon terminal de mon imprimante, elle se connecte automatiquement. Donc on utilise pas sur toutes les imprimantes, mais sur des imprimantes mobiles par exemple, ou sur des petites imprimantes de bureau, c'est utilisé de manière assez large et assez appréciée des clients. La facilité d'utilisation, c'est la technologie au service de la facilité d'utilisation, tout simplement. Ce qui est intéressant dans ce que dit Benoît, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, en tant qu'utilisateur, opérateur, je vais à un endroit et on m'adresse un script d'action que je dois générer. Et ça, c'est une nouvelle façon. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'on parle de WMS, ils ont tous été conçus dans une structure mentale, sur une expertise qui remonte à des décennies. Et actuellement, on n'est plus du tout dans la même orientation. Aujourd'hui, un étudiant, il ne fera jamais une thèse, il va aller sur ChatGPT. Aujourd'hui, il faut voir qu'un préparateur, c'est la même chose. J'allume un endroit, tu es là-bas, et là-bas, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Voilà, c'est une nouvelle façon de travailler. Je précise simplement qu'on n'arrivera pas, parce qu'il y a beaucoup de questions en régie, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais toutes les questions seront transmises aux intervenants, et vous pourrez leur répondre ensuite individuellement. J'avais aussi entendu le terme peut-être blockchain. Est-ce que vous voulez toucher un mot sur blockchain? Alors on peut dire un mot sur la blockchain, oui. Et éventuellement, alors pour ceux qui nous concernent au moins, alors en fait, on connaît tous en fait la raison d'être en fait de blockchain, en fait, de pouvoir notariser un certain nombre d'informations, d'où tous les éléments de traçabilité, puisqu'ils restent immuables, en fait, on les notarise dans une blockchain. Après, bon, comme on sait tous, les blockchains n'ont pas pris l'ampleur qu'on attendait il y a 10 ans, 10-15 ans. Oui. Voilà, peut-être j'ai mon idée par rapport à ça, ça peut-être prendra du temps, c'est très associé à la crypto-monnaie, mais ça c'est encore un autre débat. Pour ce qui nous concerne, en fait, on a une collaboration assez forte avec Aura Blockchain Consortium dans le mode de luxe. C'est vraiment blockchain privé, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, avant l'émission,
Ils ont dépassé la barre de 50 millions de produits. Et ils ont une progression fulgurante, en fait, ça c'est impressionnant. C'est un blockchain dédié aux produits de luxe. Il a été fondé de mémoire de LVMH, de Prada et de Cartier, du groupe Richemont. Et récemment, peut-être en 2021, je pense, par OTB. On les débrève, et Mercedes-Benz d'ailleurs. Ça s'ouvre aussi dans le Brabus et ainsi de suite, pour les gens qui connaissent. Toujours le luxe. Toujours le luxe, effectivement. Ça, et du coup, pour nous, ce qui nous concerne, nous, on les utilise. Bon, on a aussi une autre solution à nous, mais on les utilise parce que forcément, ils deviennent une référence, en fait, dans le monde du luxe, le luxe en général, en tant que solution blockchain pour notariser et s'affranchir de... Vous savez, le bien fondé, c'est s'affranchir d'un tiers de confiance parce que c'est notarisé, c'est immuable. Par contre, petit bémol, les données doivent être bonnes en fait. Forcément, ça c'est l'évidence, mais c'est bien de l'évoquer. Et du coup, d'avoir bien les bonnes données de traçabilité. Mais ça reste dans le cadre d'une blockchain privée. Hein. C'est un cadre de blockchain privée. Après, on préconise aussi, mais ce n'est pas encore le cas, de blockchain de filière, en fait, qui puisse, dans une industrie, en fait, fédérer un peu tout le monde. Et parce que voilà, les blockchains privées, de temps en temps, certaines marques peut-être sont un peu titubantes, en fait, un peu hésitantes à rejoindre. Mais voilà, je voulais juste partager cette collaboration qu'on a, qui est très, très, très intéressante. Et ça prend de plus en plus, en fait, de l'ampleur. Voilà. En fait, voilà, je voulais revenir avec vous, Giuseppe, sur justement l'état des lieux aujourd'hui à court et moyen terme. Alors, on voit bien que sur la blockchain, bon, ça n'a pas forcément vraiment marché. Quelles sont, selon vous, les tendances? Je sais que votre groupe a investi près de 9% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Ouais. En France, le gouvernement vient de remettre un rapport Oser l'IA sur l'intelligence artificielle dans la supply chain avec des clients qui sont internationaux. Comment vous voyez justement les outils IA pour vos clients? Et d'une manière générale, c'est également une question pour vous, Gilles, et sur tous les opérateurs aujourd'hui. Oui. Eh bien, ça me fait plaisir que vous êtes bien informé. En fait, on investit beaucoup en fait, en innovation. Et là, récemment, notamment sur l'IA, on a un département qui a été dédié en fait, à l'IA sur le supply chain. Pour ce qui concerne la traçabilité, on a des capacités de plus en plus en fait, réputées et reconnues de reconnaissance d'authenticité des certificats dans certains produits et certains composants. C'est très important quand il s'agit de qualifier les différents composants dans une nomenclature, qu'on souhaite avoir la traçabilité, plus toute une série d'éléments prédictifs en fait. Là, en l'occurrence, le premier qui vient à l'esprit, c'est de prédire un peu le temps de chargement, parce qu'on a un composant, comme Jean-Philippe l'évoquait tout à l'heure, dans notre plateforme collaborative, un composant TMS. Là, un autre élément aussi qui a suscité en fait de l'intérêt. Et bon, on entraîne le système pour qu'il devienne de plus en plus performant. Et voilà, c'est la première ligne dans nos priorités d'investissement, certainement. Ouais. Pour vous, Gilles, également, sur les tendances IA aujourd'hui, pour les logisticiens, est-ce que vous pensez qu'effectivement, on a effectivement un gouvernement aujourd'hui qui essaye de dire aux industriels, osez l'IA, il y a des considérations d'investissement, budget, mais quelle est votre vision sur le court et le moyen terme? Il faut pas brancher Gilles sur le gouvernement. Sur le gouvernement, non, sur l'Europe non plus. Non, mais voilà, blague à part, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt en train de genrer l'IA que d'en développer. Il y a une belle pépite française, mais pour faire très simple, l'IA risque de faire un peu comme le RFID. C'est là-dessus qu'il faut qu'on soit très très prudent. D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a la confidentialité des données que je vais lui distribuer, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA, si je suis hébergé sur des serveurs américains, tout appartient à la société que j'héberge. Et la deuxième, c'est que sans rentrer dans les détails, souvent l'IA, elle va travailler avec ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire une valeur financière sur une requête que je vais devoir générer vers elle, qui rejoint la problématique de la blockchain, c'est le coût. L'IA, aujourd'hui, elle est de plus en plus modélisée, et Giuseppe, vous venez un peu de le résumer. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais l'IA, là, elle est distillée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser la globalité de l'IA parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils vont juste utiliser une toute petite partie qu'ils vont optimiser au max, comme on le fait actuellement dans la médecine, pour l'analyse des radios. Et je pense que là-dessus, dans la logistique, il y a de grandes choses à faire. Mais encore une fois, là, il faut vraiment qu'on ait les early adapters, qu'on ait des structures qui désirent investir, qui ont la capacité, avec une orientation, de dire quel est le besoin précis que je vais obtenir au bout. Ah, mais c'est un sujet de tour de table très intéressant, ça.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus en avance que d'autres, qui peuvent servir de modèle, même peut-être à d'autres secteurs d'activité? Je pense à des secteurs comme la pharma, par exemple, ou l'agroalimentaire, où la traçabilité est particulièrement cruciale. Je peux permettre, je pense que en fait, le dénominateur commun, c'est les industries réglementées, fondamentalement. Là, je pense que là, forcément, la pharma, la chimie, mais aussi le secteur de l'aéronautique, en fait, ou l'aviation, de la défense, par exemple, par le nommer, l'agroalimentaire, vous venez de l'évoquer. Là, récemment, certainement aussi pour la partie textile, en fait, qui soit liée au monde de la mode, en fait, qui soit vêtements plus que chaussures, parce que c'est des éléments, malheureusement, qui ont un impact environnemental assez conséquent. Du coup, j'imagine que vous avez parlé de passeport produit digital, en fait, et tout ce qui en suit. En fait, voilà, c'est des secteurs et il y a beaucoup de directives et de réglementations. Là, juste comme ça, la volée récemment on est confronté à tout ce qui est, je pense qu'en français, c'est le RDUE, c'est la réglementation de déforestation de l'Union européenne. En fait, c'est vraiment, c'est super intéressant. Il y a des matières comme le cacao, l'huile de palme. Il y a différentes matières en fait qui sont concernées, le bois notamment, forcément. Et du coup, il faut prouver en tant que, si on reçoit un produit fini, qu'il y a des matières de ce genre, des matières premières, qui ne proviennent pas de parcelles qui ont été déforestées. Où il y a des images satellitaires, il faut les analyser. Les espèces protégées aussi. Totalement, totalement. Voilà, je pense que dans ce sens... Ça va à l'encontre du Mercosur. Ah, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Commentaire. D'une certaine manière. Et du coup, effectivement, les secteurs que vous venez d'évoquer, effectivement, là, où ils sont réglementés, ça certainement, qui sont réglementés depuis un certain temps, c'est forcément source d'inspiration, en fait. On voit un peu ce qu'ils ont fait en termes de traçabilité. De toute façon, les lois nous aident énormément à progresser. Aujourd'hui, la logistique est en train de rentrer dedans avec beaucoup de retard, d'accord, mais il y a aussi des nécessités qui viennent de leurs chargeurs, qui veulent avoir une continuité de l'information. Mais ils n'auront pas forcément la même dynamique ou les mêmes moyens qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'industrie. Nous, on le voit dans le groupe Barcodis, la plupart des projets que l'on a sont vraiment en train d'être dans l'agroalimentaire et l'industrie. Ouais. C'est agréable pour moi, parce que j'y étais pas. Donc, voilà. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Benoît, est-ce que vous avez le sentiment que, on a parlé un petit peu d'IA tout à l'heure, pas beaucoup, est-ce que vous avez le sentiment que ça va redistribuer en quelque sorte les cartes? Est-ce qu'il va y avoir... est-ce que les constructeurs, les fabricants sont obligés aujourd'hui d'intégrer cette nouvelle donne dans leur offre? C'est un élément qui est nécessairement... qui doit être de toute façon intégré dans les solutions que l'on présente, soit pour aider à faire les solutions que nos intégrateurs, nos partenaires puissent contribuer à avoir des outils qui les aident pour faire ces solutions, ou qui peuvent être intégrés dans les systèmes de nos clients. L'intelligence artificielle, maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, elle intervient partout, hein, donc elle peut être assez généraliste et assez puissante, ou elle peut être aussi, comme pour certains domaines, de prendre une petite partie et la développer pour améliorer la performance, prédire, faire de la prédiction pour arriver à augmenter, améliorer l'efficacité de la solution. Donc, on a dans des outils, on travaille sur des outils d'intelligence artificielle, bien entendu. Pas tellement sur la partie impression, hein, puisque sur la partie Bluebird. Et sur la partie Bluebird, oui, on a des éléments logiciels et des pièces qui utilisent l'intelligence artificielle ou qu'on va pouvoir proposer à nos clients pour intégrer et pour améliorer la performance finale et l'apprentissage des solutions qui vont être mises en œuvre après. Je pense que la différence de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, elle travaille sur des prompts, pour faire très simple, Giuseppe, oui. Alors que nous, ce qu'on en attend, c'est qu'elle soit sur ce qu'on appelle les chaînes de pensée. Oui. C'est-à-dire qu'elle génère un prompt, qui génère un prompt, qui génère un prompt. Voilà, je pense que ça, c'est la prochaine étape qu'on attend, parce que faire une requête sur une IA pour en attendre le résultat, c'est pas méchant, mais c'est pas ce qui va faire rêver nos clients, quoi. Totalement. Voilà. Et si je peux ajouter un commentaire par rapport à ça, on voit la prolifération, je pense que Gilles l'a bien évoqué tout à l'heure, en fait, la quantité assez gigantesque en fait, de data qui remontent de sources diverses et variées,
qu'on peut assembler, enrichir, mais après, il faut les analyser. Il faut en comprendre, en fait, quelle est la quintessence, quelles sont les informations. L'analogie toute bête, en fait, parce que j'aime bien fonctionner, comme je vous disais, avec des images. On a tous des sens et si on regarde notre intelligence biologique, forcément, on arrive à comprendre par rapport aux inputs, les sollicitations qu'on a. Là, c'est la même chose, mais puissance, disons, exponentielle, je dirais vraiment. Et du coup, l'IA va permettre d'analyser ces grand volume de données en un temps, disons, éclair. Ça, c'est la promesse, parce que déjà, on peut la réalité, on le voit tous, en fait. Donc, mais surtout pour identifier des risques réels au potentiel, des anomalies réelles au potentiel. Je disais toujours, en fait, j'aime bien cette expression, on dit, les systèmes traditionnels, ils nous décrivent ce qui s'est passé. Bon, regardons un peu ce qui s'est passé. C'est déjà peut-être trop tard pour agir. Ils commencent un peu à être prédictifs, on nous explique un peu qu'est-ce qui va se passer par rapport, c'est toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce qui va se passer. Mais surtout, le terme que j'aime bien, c'est ma mémoire est bonne, c'est prescriptive. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que certaines choses se réalisent. Et là, ça change vraiment la règle du jeu. J'ai une image qui me vient. Imaginez le détroit d'Ormuz avec les problématiques dernièrement. Une IA commence à programmer pour dire attention, à ce rythme-là, dans 4 jours, le détroit, il risque d'être fermé. Voilà, je pense que c'est ça qu'on attend aujourd'hui. C'est cette fameuse réflexion, l'anticipation, qui n'est pas présente actuellement. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était toujours très désagréable. On a vous a apporté beaucoup de réponses, mais il reste encore beaucoup de questions. Voilà, c'est vaste. Super. Bon, en tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, on va vous les transmettre et vous pourrez prendre contact avec nos internautes. Super. Merci Benoît, bonne journée à Munich. Merci beaucoup. Merci Benoît, bonne journée. Merci à tous. Merci, bonjour. Merci. Au revoir.